Hello très cher investisseur, ici Julien Malengo et je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va voir 4 conseils pour réduire le montant de tes frais de notaire. Avant ça, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et je t'invite à cliquer aussi sur la petite cloche pour être notifié des dernières vidéos que je publie, et je t'invite aussi à regarder ce qui se passe sur Instagram parce que tu vas y trouver de nombreuses pépites immobilières. Alors cherche juste Julien Malengo sur Instagram, ça te permettra de voir sur le terrain comment ça se passe de ce côté-là aussi. Alors, 4 conseils pour réduire le montant de tes frais de notaire. Le premier, il est très connu et c'est même ton notaire qui doit te le dire, c'est simplement d'enlever les frais d'agence du montant total et de bien décrire sur l'acte les différents postes de dépenses, le coût, les travaux et les frais d'agence. Si ce notaire ne fait pas ça, je t'invite vraiment à changer de notaire parce que ce n'est pas un professionnel. Ça, c'est vraiment lui qui ne doit pas faire cette erreur et être très pointilleux et très explicatif sur la segmentation et les différents postes de coûts sur l'enveloppe totale du projet. C'est très important pour la banque. Donc, le deuxième conseil, et ça, celui-là, il faut le prendre avec légère. C'est à toi de voir si s'applique à toi ou pas. C'est de détailler le montant d'immobilier. Parce qu'effectivement, si tu détailles, si tu achètes un appartement dans lequel il y a déjà une cuisine, avec des meubles hauts, des meubles bas, pour le peu qu'il reste un meuble vasque dans la salle de bain, effectivement, tu peux déduire, tu peux valoriser ce mobilier et le déduire du prix du bien immobilier que tu es en train d'acheter, parce que les frais de notaire, ils s'appliquent sur le bien immobilier, ils ne s'appliquent pas sur le mobilier. Donc, tu peux te dire, il est intéressant de lister tout le mobilier que tu vas avoir. Moi, j'ai essayé de faire ça au début pour réduire les frais de notaire, mais je me suis déjà aperçu d'une première chose, c'est que bon, au final, ça me fait gagner parce que tu vas valoriser peut-être quoi, 10 000 euros de mobilier. Bon, ben à ça, tu fais 10 000 euros de mobilier. Si tu calcules la différence que ça va te faire générer entre le coût total de l'opération à 8% ou le coût total moins les 10 000 euros, ben, la différence, elle est vraiment inférieure à 1 000 euros sur un projet à 100 000 euros, par exemple. Donc, c'est pas vraiment significatif, mais ça peut te permettre de réduire tes frais de notaire, mais pour moi, on n'est pas à 1 000 euros près, sachant en plus que tu peux te retrouver, comme c'est le cas pour moi, face à un banquier qui vous dise ensuite, ah ben moi, je finance pas le mobilier, je finance l'immobilier. Et donc là, on se retrouve avec un bien qui a acheté 100, mais qui est finançable à 90. Donc ça, c'est une astuce à prendre vraiment à la légère si tu ne vas pas forcément chercher du 110 ou du 130%. Si tu veux vraiment avoir le coût total de l'opération le plus bas, tu as tout intérêt à valoriser le maximum de mobilier. Mais si derrière tu cherches à emprunter la totalité, et que tu tombes sur un banquier un peu regardant, enfin un banquier qui simplement applique là les règles, c'est un risque. Donc vraiment à prendre avec la légère. Les deux autres conseils sont beaucoup plus applicables et vont se passer après la signature de la contre-offre. Donc là, tu as fait une offre, elle a été acceptée, mais tu n'as pas encore signé le compromis. Et donc là, il faut dire, ok, on travaille vers le compromis avec l'agent immobilier, avec le vendeur, et le vendeur donne tous les documents à l'agent immobilier qui les donne au notaire, et là commence à se constituer le projet de rédaction du compromis. Et là, un certain temps va passer. Donc, la pression, elle va retomber pour toi. Par contre, lui, le vendeur, il va avoir un peu la pression quand même pour que ça aille au bout, parce que sa plus grande crainte, c'est de perdre son temps avec quelqu'un qui ne sera pas finançable. Donc, il y a deux autres postes sur lesquels toi tu peux négocier. Le premier, c'est le séquestre. Parce que là, jusqu'à maintenant, normalement, tu n'as pas encore parlé de séquestre. Dans certains cas, tu peux avoir des agences immobilières qui te demandent sur une offre de mettre X% de séquestre, et dans ce cas-là, tu le mets directement. Mais si ce n'est pas sur l'offre standard, tu n'en parles pas. Et donc, il va arriver la rédaction de la clause du séquestre. Et là, tu as tout intérêt à dire, moi, j'ai besoin de mon épargne pour financer pour avoir mon financement, et si jamais je dois mettre de l'épargne pour aider à l'obtention du financement, je ne peux pas bloquer mon épargne sur
votre séquestre. Donc c'est pour ça que je vous demande, monsieur le vendeur, d'accepter, de me faire confiance que ça va aller au bout. Et dans tous les cas, même ce séquestre, si je sors, je sortirai pour un refus de prêt, donc je le récupérerai. Donc je vous demande de ne pas me bloquer cette épargne qui va vraiment m'aider à obtenir mon financement, déjà pour rassurer la banque, premièrement, et deuxièmement, si la banque est un peu difficile, je pourrais toujours faire un apport. Alors après, vous ne le faites pas l'apport, vous le faites si vous voulez, mais vous dites au vendeur que vous pouvez être prêt à faire un apport. Et dans ce cas-là, ça lui donne une raison logique à dire je ne peux pas lui demander un billet de 5000, sachant qu'effectivement, potentiellement, il paiera une partie des frais de notaire, etc. Donc si je veux me faciliter la vente, j'ai tout intérêt à accepter de ne pas mettre un séquestre. Donc ça, c'est applicable durant la phase de préparation du compromis. Et comme je l'ai dit, si tu es devant une agence immobilière qui a une offre d'achat bien définie avec le montant du séquestre, comme ça se passe aussi, tu commences à dire zéro et tu expliques pourquoi. Et tu clarifies vraiment la chose pour que l'agent immobilier explique les mêmes raisons que je viens d'expliquer au vendeur. Et ça peut passer. Et si jamais ça passe pas, tu mets 500 euros où tu dis moi je peux pas faire plus parce que j'ai vraiment besoin, je veux que ça aille au bout. Et donc pour que ça aille au bout, il faut que j'ai de l'épargne, le maximum d'épargne. Et le maximum d'épargne, ça inclut c'est X 1000 euros qui doivent rester sur mon compte en banque. Donc voilà, je veux bien mettre 500 voire 1000 euros, mais en aucun cas plus. Et ça te fera gagner beaucoup de trésorerie au final parce que si tu es amené à payer comme c'est d'usage 5 ou 10% du montant total de l'opération, cet argent il va sortir de ta trésorerie, il va sortir de ton épargne. Alors en théorie, oui, tu peux le récupérer si tu finances 110% du prêt, mais tu vas le récupérer dans 6 mois ou dans un an quand la publicité sur la taxe foncière sera faite et que le notaire t'aura refait le versement du trop perçu. Mais ça prend 6 mois à 1 an. Donc on n'a pas envie de faire cette opération, d'avoir l'argent qui dort sur le compte du notaire pendant X mois. Donc c'est le séquestre à travailler et vraiment ça se fait. Le dernier élément qui peut t'aider à baisser les frais de notaire, c'est la négociation de la taxe foncière et des charges de copropriété. Enfin, ça ne va pas forcément t'aider à baisser le montant des frais de notaire, mais ça va t'aider à payer moins. Parce qu'au final, là aussi, il y a une autre négociation et cette négociation elle va venir encore plus tard. Elle va venir vraiment au moment de la préparation du compromis. Et donc là, le séquestre, c'est quelque chose qu'on parle directement. Et ça, après, on vient au paragraphe, si tu veux, proratisation des charges, taxes foncières et charges de copropriété. Alors, bon, moi, copropriété, j'ai eu fait, maintenant je ne fais plus. Mais c'est vraiment applicable à l'un et à l'autre. Par exemple, la taxe foncière, qu'est-ce que je fais ? Il faut savoir déjà que légalement, effectivement, la loi dit, si tu regardes sur service public, qui doit payer la taxe foncière lors d'un achat immobilier, la loi dit clairement que c'est le propriétaire au 1er janvier de l'année qui est responsable pour payer cette taxe. Ensuite, il est d'usage que les notaires font la proratisation. Ok. On peut se battre en disant... on peut se battre en disant la loi dit ça, moi je ne veux pas payer. Et si ça vient assez tardivement dans la négociation, il est probable que le vendeur n'accepte pas de tout recommencer, repartir sur le marché, republier l'annonce, refaire le truc. Et donc là, ça fait un élément de négociation. Et c'est aussi applicable pour les charges de copropriété. Mais moi, ce que je fais, c'est que je planifie simplement le moment de l'achat dans l'année. Parce que si cet achat tombe en fin d'année, en novembre, en décembre, l'impact pour payer la taxe foncière, il est beaucoup plus petit que si l'acte de vente arrive en janvier ou en février. Ça, c'est dramatique. Imaginez sur un immeuble, vous avez une taxe foncière à 3 000 euros et l'achat se fait en décembre. Bon, il n'y a aucune proratisation à faire, vous passez tout bénef. Et en plus, vous avez le reste de l'année pour faire les travaux, et vous arrivez au bon moment de l'année, avant l'été, quand tout le monde cherche, etc., pour louer. Donc là, c'est le meilleur moment. Par contre, si le projet prend du retard, ou si au final, vous signez l'acte de vente en janvier, là, de mon point de vue, c'est dramatique. Parce que imaginez, les 3 000 euros, vous allez devoir les payer parce que ce qui va se passer en réalité, c'est que comme la publicité foncière ne sera pas à jour, ça sera le vendeur qui va recevoir l'acte de taxe foncière à payer. Et donc, le notaire, lui, va dire, monsieur le vendeur, vous allez la payer, mais l'avance de trésorerie va être fait aujourd'hui
par l'acheteur, et donc c'est vous qui allez payer l'avance des 3 000 euros. Et ça, c'est dramatique parce que ça n'a pas été provisionné dans le prêt. Et donc, c'est une sortie de cash qui est très importante. Donc, il ne faut surtout pas arriver en début d'année, en janvier, février, mars, avril, même les 6 premiers mois de l'année. Enfin, quelque part, si ce point-là n'a pas été négocié, parce que ça vous fait une sortie de trésorerie qui est très importante. Et ça, on le sait, le nerf de la guerre dans l'immobilier, c'est la trésorerie. Donc, il faut bien la gérer et tu es une entreprise et donc tu apprends à gérer au mieux ta trésorerie. Donc, tu ne te retrouves surtout pas en situation où tu dois payer la taxe foncière alors que tu viens d'être propriétaire et que tu n'as pas provisionné dans ta trésorerie cette charge. Donc voilà, tu peux te dire j'achète au bon moment de l'année pour ne pas avoir à payer la taxe foncière qui va arriver. Premièrement, ou si jamais ça passe pas et que par exemple tu t'es bien planifié sur le planning et que malheureusement le compromis prend du retard parce que il manque des éléments, voilà, c'est lent, il y a plusieurs, c'est une succession, il faut que tout le monde signe les bonnes déclarations, les bonnes procurations, ça prend vraiment du temps et du coup, tu n'arrives plus en novembre, ça se recule à décembre, ça se recule à janvier. Bon, là, tu as toujours le droit, et là on parle vraiment du compromis, parce qu'à l'acte ça sera trop tard. C'est vraiment au compromis. Imagine ton compromis il arrive en janvier, tu dis hop, là, article de loi, moi je ne dois pas payer la taxe foncière, c'est le propriétaire au 1er janvier. Or là on signe le compromis, je ne suis toujours pas propriétaire, donc je ne vois pas pourquoi est-ce que je vais payer la taxe foncière de cette année. Et donc là, quand tu auras perdu bien tout ce laps de temps, etc., le vendeur il sera chaud, et lui il voudra aller au bout, donc il va prendre et comme il veut se séparer du bien, il a beaucoup plus de chances, de probabilité d'accepter de payer cette taxe foncière. Et tu vois, et c'est là où tu marqueras l'utilisation de ce texte de loi dont je te mets le lien en description. Et aussi pour les charges de copropriété, c'est un peu la même chose. Tu te dis la proratisation, si la proratisation arrive en fin d'année, elle passe inaperçue. Par contre, si elle arrive en début d'année, bam, la trésorerie. Donc, planifie bien la chose et anticipe bien. Et là, le texte, la loi est claire, c'est par trimestre. Donc, la proratisation va se faire sur les mois qui restent dans l'année. Mais une fois qu'un trimestre est attaqué, ce trimestre est dû par celui qui était propriétaire. Donc toi, tu peux au mieux gagner les trimestres qui ne sont pas encore attaqués. Donc ça, c'est aussi à savoir, mais pour moi, c'est une discussion que j'aime pas avoir forcément avec les notaires ou avec les vendeurs. Donc je planifie mon achat dans l'année pour faire la prospection pendant 2, 3, 4 mois au bon moment, de façon à ce que j'arrive à mon compromis et même à mon acte de vente en fin d'année. Du coup, je ne suis pas propriétaire au 1er janvier. Et donc là, du coup, tu n'es pas propriétaire, donc tu ne fais pas un chèque au vendeur qui, lui, va devoir payer tout ça. Après, toi, tu peux être propriétaire si tu as ton acte en décembre, très très bien, parce que la taxe foncière, tu la recevras qu'en octobre. Donc, tu auras déjà eu du différé, tu auras déjà eu de quoi avancer et de quoi payer ces charges, mais ça ne viendra pas de ta trésorerie personnelle. Voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui. Laisse-moi en commentaire si tu as des avis positifs ou négatifs sur ça. Si tu as d'autres techniques aussi, ça peut être très intéressant à savoir. Je sais qu'il y en a plusieurs, mais bon, c'est là les principales. Les autres, c'est quand même beaucoup plus technique et c'est du cas par cas. Je t'invite vraiment à t'abonner, à laisser tes commentaires, à regarder ce qui se passe sur Instagram et plus important, tu trouveras en description de cette vidéo un lien pour planifier un appel téléphonique avec moi sur lequel on peut faire le point sur ta situation, premièrement. Deuxièmement, on peut voir comment est-ce que tu peux investir pour générer le maximum de cash flow le plus rapidement possible et le plus sereinement possible. Et je t'explique tout ça et on voit ensemble si on peut, si ça vaut le coup que je t'aide et si ça vaut le coup qu'on avance ensemble pour vraiment générer le maximum de cash flow et que tu n'aies pas à faire 10 investissements pour avoir à générer 3 000 euros de cash flow, parce qu'aujourd'hui, avec les bonnes techniques, les bonnes méthodes, on peut faire beaucoup mieux. Voilà ce que je veux dire aujourd'hui et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye, tchuss.